Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, le magazine qui vous change les idées. Ce soir, nous allons parler de l'optimisme et nous allons nous demander s'il y a encore, malgré ce monde cruel, des raisons d'espérer. Avec notamment Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel et grande conscience nationale, avec aussi deux philosophes, notre sociétaire Vincent Cespedes et puis le philosophe surfeur Frédéric Schifter. Nous aurons aussi des experts, Nicolas Bavret, qui est un économiste sans concession, Edwige Chevrillon, qui est la star de BFM Business, Riyad Boulanoir, qui est un jeune prodige de l'informatique, devenu un grand banquier, ou en tout cas sur le point de le devenir, Alain Braconnier, le psychiatre qui fait un carton dans toutes les librairies avec son livre sur l'optimisme, et puis évidemment, à la fin de l'émission, selon le rituel, notre amie philosophe Géraldine Mühlmann, professeure à Paris 2, nous fera son petit débriefing philosophique. En attendant, vous pouvez réagir comme vous voulez, nous insulter, nous interpeller sur LGQ, hashtag LGQ, comme les grandes questions. Et bien justement, la grande question, la voici, la voilà, avec le Pavarotti du PAF, Alexandre Gamelin, en images et en chansons. On regarde et on écoute. Ah, optimisme. Y a-t-il des raisons d'espérer? Mais d'espérer quoi, au juste? D'être un peu plus qu'un grain de poussière dans l'univers céleste? De ne pas être condamné à mourir? Non, notre condition est tragique, et trop espérer, c'est se mentir à soi-même et mentir aux autres. Tu verras, les amis ne meurent pas, les enfants ne vous quittent pas, les femmes ne s'en vont pas. Non mais sincèrement, quand on regarde le monde, ses misères, ses injustices, quand on regarde les hommes, leur médiocrité et leur méchanceté, on voit difficilement comment il y aura lieu d'être optimiste. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Les histoires d'amour finissent mal en général, notre vie est une somme de malheurs à peine rehaussée par quelques instants de grâce. Franchement, la vie c'est pas le printemps tous les jours. Novembre, toute l'année. Toute l'année c'est novembre, le ciel est blanc, le ciel est blanc cassé. Mais jouons le jeu et cherchons malgré tout des raisons d'être optimistes. Alors première raison, comme nous ne pouvons rien changer à notre condition et comme nous ne pouvons pas changer grand-chose au monde, profitez du temps présent. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Be happy, facile à dire, comme si le bonheur se décrétait, comme si la vie c'était Casimir tous les jours. Mais attention, être optimiste, c'est pas forcément être béat. Être optimiste, c'est un moteur de l'action. C'est croire qu'on peut faire quelque chose de sa vie, vouloir construire un monde meilleur, avoir des rêves. Rêver un impossible rêve. Au fond, la seule bonne vraie raison d'être optimiste, c'est que c'est la seule méthode pour que les choses aillent un petit peu moins mal. Et puis d'ailleurs, si nous trouvons notre condition si tragique, si déprimante, si nous avons si peur de la mort, c'est peut-être qu'au fond, on l'aime bien notre vie. Rien ne vaut la vie. Merci Alexandre. Alors vous, Jean-Louis Debré, qui est un peu une sorte d'incarnation de la France, la présidente du Conseil constitutionnel. La France, l'un des pays les plus pessimistes du monde. Il y a un truc qui ne va pas, parce que vous êtes aussi une incarnation de l'optimisme. Vous êtes très optimiste comme personnage. Moi, je suis toujours optimiste, parce que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté, disait Alain. Et j'ai une volonté farouche, c'est de réussir, d'être heureux, etc. Pour moi, donc, et pour mon pays. Il suffit, suffit de le décider pour le devenir. Il suffit surtout de ne pas s'enfermer dans une lamentation permanente en disant « on est malheureux, on ne s'en sortira pas ». Si on part sur cette voie-là, il n'y a aucune chance de s'en sortir. Si au contraire, on prend les choses en main en disant
il faut qu'on réussisse, il faut qu'on bosse, il faut qu'on travaille, il faut qu'on y arrive, et on y arrivera. Et toute l'histoire de France, Franz Olivier, toute l'histoire de France est un combat de ceux et celles qui ont gagné. Ce sont celles et ceux qui ne sont pas sombrés dans le pessimisme. Dans un livre sur ces femmes qui ont rêvé la France, la première femme qui a passé le bachot, personne n'en voulait. Elle s'est battue, à 37 ans, elle est arrivée, elle a ouvert le bachot à toutes les femmes. La première femme avocate, la première femme médecin. Ce sont des femmes, tout était contre elle. Toute la société, tous les hommes, on les contenait, on leur disait repartez. Et elles se sont battues. Elles se sont battues seules d'abord, parce qu'elles étaient optimistes. Eh bien, c'est quand on est optimiste et quand on arrive à insuffler cet optimisme qu'on arrive à sortir de l'ornière. Et je voudrais qu'en France, au lieu que chaque fois que j'ouvre la télévision, on entend des gens qui vous disent « oh, ça va mal, oh là là ». Mais toute l'histoire de France est un combat contre le renoncement. Est-ce que vous pensez que De Gaulle, en 1940, quand il a vu ce qui se passait, est-ce qu'il n'est pas sorti de ses gonds et il a pris des risques et il a été optimiste sur le résultat? Eh bien, sortons de cet engrenage du pessimisme, de la noirceur, et allons de l'avant et soyons optimistes. Quel bain d'optimisme, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. En tout cas, c'est rare à la télé, ça fait du bien. Mais alors justement, on va vous mettre de mauvaise humeur, parce que là, vous avez un parangon du pessimisme philosophique, qui en plus d'ailleurs est surfeur, c'est-à-dire qu'il aime la nature, hein, il aime le sport. Frédéric Schifter, qui publie Le charme des penseurs tristes. Alors vous, quand vous entendez des discours, là, comment vous réagissez? Vous trouvez ça neuneux ou vous trouvez ça bien? Non, je ne trouve pas ça neuneux du tout. Je comprends très bien ce que M. Debré vient de dire. Le pessimisme philosophique, c'est un pessimisme qui consiste à considérer que, au fond, les choses ne progressent pas. Le pessimisme est en fait une philosophie qui va à l'encontre de l'idée de progrès, l'idée que l'homme est perfectible, qu'il peut s'améliorer, qu'il peut, à la faveur de je ne sais quelle réforme de lui-même ou je ne sais quelle rédemption, il peut changer, etc. Je pense que, personnellement, les hommes ne changent pas. Depuis la préhistoire, ils sont les mêmes. Alors, ils évoluent dans le domaine de la technologie, dans le domaine des sciences, du savoir, mais moralement, ils n'évoluent pas. Posture, quand même, sur le pessimisme. Le pessimiste, a priori, il se croit intelligent, alors que l'optimiste serait supposé imbécile. Il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, quand même, non? Non. Enfin, en tant que pessimiste, moi, je parle en mon nom personnel. Je ne parle pas au nom d'une doctrine. Moi, je sais, il me semble que les jeux sont faits. À peine est-on né qu'une tombe nous attend, d'accord? Donc, je ne vois pas où est le progrès, si vous voulez. Je ne vois pas où va-t-on. Géraldine, amenez les boissons, là. Où va-t-on? Donc, corrige un peu, là. Mais non, mais si vous voulez, après, vous avez des discours un peu lénifiants qui vous font croire que, oui, au fond, ça va s'arranger, rien ne va s'arranger. Ouais, on sait très bien que rien ne va s'arranger. Les petits oiseaux, les regards d'enfants. Vincent Cespedes, comment vous réagissez d'abord? Est-ce que le pessimisme n'est pas une maladie française? Alors, la dernière enquête qui s'est faite sur les jeunes, Génération Quoi, nous montre quand même une jeunesse désespérée qui s'appelle elle-même Génération Perdue. Des jeunes qui se disent à 33% nous n'allons pas sortir de la crise de notre vivant et 43% qui disent nos enfants ce sera pire que pour nous. Donc quelque part on a des indicateurs, on en avait eu il y a 10 ans aussi, d'une jeunesse très pessimiste. Vous savez, l'optimisme, et je rejoins les deux positions. Moi ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, on l'a tous éprouvé sur le plateau, c'est que quand vous faites un discours politique sur l'optimisme, un peu comme un général d'armée qui remonte le moral des troupes, ça marche. Ça fait du bien, là. Ce qu'on a entendu tout à l'heure dans la bouche de Jean-Louis Debré, ça fait du bien. Non, mais il ne fait pas de politique, il est au-dessus. Il est au-dessus des partis. D'ailleurs, quand vous avez dit il doit être remboursé par la Sécu, vous avez montré que ça fonctionne. C'est-à-dire, pour moi, l'optimisme est une narration, c'est une histoire qu'on se raconte. L'optimisme, c'est de l'ordre du scénario. L'optimisme, c'est inventer le meilleur scénario possible sur l'avenir, c'est la joie du happy end. Et alors, évidemment, je rejoins les perspectives un peu schopenhaueriennes, toujours dur à dire. Kierkegaardienne aussi. Oui, Schopenhauer surtout, qui consiste à dire, voilà, ne nous leurrons pas. Mais
je pense qu'il faut être stoïcien là-dedans. Les stoïciens partaient de l'idée que la vie est éphémère, de notre finitude, on va mourir. Mais l'idée, c'est vraiment de faire la part des choses entre ce qui nous appartient en termes de volonté et puis ce qui ne dépend pas de nous. Je pense qu'il faut être dans un optimisme lucide, savoir se raconter les bonnes histoires, savoir scénariser sa vie pour inventer le futur, en ayant l'ironie et le recul et l'humour de savoir que tout ça, ça va finir peut-être mal. La leçon de tout ça, c'est quand même l'optimisme peut aussi se décréter. Frédéric Schifter, c'était le sens du discours de Jean-Louis Debré. Hein, on peut décider aussi de l'être. Comme le pessimisme peut se décréter aussi. Ouais. Non, pessimisme, c'est difficile à moins d'être dans le déni, il est difficile quand même de penser que tout va aller pour le mieux. Enfin, je parle d'un point de vue philosophique. Après, d'un point de vue politique, c'est peut-être un peu différent. Attendez, vous allez sortir tout à l'heure de ce plateau, vous allez tomber amoureux, voilà. Oui, mais rien ne dit que ce sera le meilleur. Mais lâchez-vous. Mais pourquoi pas? Rien ne dit que ce sera le meilleur. Les histoires d'amour finissent mal. Je connais une très bonne trattoria dans le coin, vous allez voir, on va picoler, on va s'amuser. Je plaisante, non mais... Ça peut être du mauvais vin. Non mais l'amour, c'est très bien, mais enfin c'est bien tant que le malentendu dure entre les amants, si vous voulez. Après, une fois que l'enchantement est fini et que le carrosse redevient citrouille, si vous voulez, bon, c'est cuit. Non, moi je suis d'accord pour l'action. Enfin, quand vous parlez de l'action qui est forcément optimiste, parce qu'elle vise un but, elle vise une réussite, elle vise une... Bon, mais je pense que ce qui donne justement la meilleure énergie à l'action, je crois que c'est le désespoir, c'est l'énergie du désespoir. C'est quand il n'y a plus rien à faire qu'effectivement, à ce moment-là, il reste quelque chose qui est de l'ordre, là c'est Schopenhauer encore, qui est de l'ordre du vouloir vivre. Mais le vouloir vivre, c'est même pas un point de vue, c'est même pas une idéologie, c'est tout simplement une impossibilité de faire autrement, si vous voulez. Voilà, donc, et dans ce cas-là, le pessimisme est tout à fait conciliable. Je veux vivre. Oui. J'attends pas d'être désespéré pour vivre. Non, mais monsieur, mais ce n'est pas la question que vous voulez vivre. La question, c'est que malgré vous, vous voulez vivre. Mais pas malgré moi. Non, mais malgré vous, vous voulez vivre. C'est-à-dire qu'il y a en vous un élan vital qui vous pousse à vivre, parce que nous sommes ainsi. Nous appartenons au règne animal qui fait que nous sommes comme ça nous sommes projetés, si vous voulez. Mais que savons-nous de ce que nous allons devenir exactement? Rien, sauf il n'y a qu'une certitude, c'est que tout ça va finir. Alors, ça va finir. Mais je ne on dis va pas faire le contraire. intervenir maintenant nos experts pour aller plus loin sur l'optimisme, qui est important sur le plan médical, qui est important aussi sur le plan économique. Et c'est Alexandre Gamelin qui va nous en parler tout de suite en images. On regarde. Tout bon décliniste vous le dira, ça va mal et ce sera encore pire demain. La France n'est pas adaptée à la mondialisation. Et le CAC 40, il a perdu 3 points. Si ça continue, ils vont finir en D2. Et le déclin français est sans retour. Afficher sa confiance dans l'avenir de l'économie française relève de l'optimisme béat, un truc d'imbécile heureux. Oui, mais si tenir une telle position... J'ai droit dans le mur. Oui, ça va. ...était justement un truc d'imbécile malheureux. Dans tous les journaux, on nous explique que le moteur de la croissance, c'est la confiance. Celle des entrepreneurs qui vont investir parce qu'ils espèrent des profits. Devons-nous faire ce lourd investissement? Si oui, tape un coup. Et celle des consommateurs qui vont s'autoriser à dépenser leur argent plutôt qu'à le thésauriser en prévision d'un avenir sombre. La confiance des entrepreneurs, le moral des ménages, telle est la clé de la croissance. Si on prévoit le pire risque de se produire. A l'inverse, celui qui croit et arrive à convaincre les autres, même si c'est faux, que tout va bien en France et que la croissance est au coin de la rue, imaginez tous les possibles, inventez l'impossible, redonnera confiance aux acteurs économiques et favorisera la reprise du pays. C'est ce que le sociologue Robert Merton appelait les prophéties autoréalisatrices, la vraie bonne raison d'être optimiste pour l'avenir de la France. Pognon, fric. C'est que c'est une condition sine qua non pour que la situation s'améliore. C'est sur la voie de la guérison, là. On est fiers de toi, Jean-Pierre.
Merci Alexandre. Alors, Nicolas Bavray, vous êtes toujours présenté comme le grand déclinologue français. D'ailleurs, vous publiez Lettres béninoises, c'est sur le mode des lettres persanes de Montesquieu, un dialogue entre un Africain qui est patron du FMI, puisque de toute façon l'Afrique aujourd'hui ça marche, et qui a des gros problèmes avec la France, qui elle ne marche pas du tout. Alors, ça se passe en 2040, effectivement. Ça se passe en 2040, évidemment. Alors, vous pensez que le déclin français, c'est vraiment un fait objectif, avéré, définitif ? Oui, exactement. C'est ce qu'on disait sur les histoires sur le pessimisme ou l'optimisme. Ça me rappelle le début des Hauteurs béantes de Zinoviev. C'est un chef-d'œuvre de la littérature antitotalitaire. Ça se passe à Ivanbourg, cité totalitaire. Et comme ça ne va pas très bien, le dictateur demande aux policiers d'aller faire une enquête. Et le policier revient et dit il y a les optimistes et les pessimistes. Que disent, on va commencer par les pessimistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ça va mal, ça va très mal, ça ne peut pas aller plus mal. Alors il n'est pas très content, il dit et les optimistes? Les optimistes, ils disent que si, ça peut aller plus mal. Et donc, c'est ça aujourd'hui. Ce qui est important, ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste. On parlait du général de Gaulle. Le problème politique, c'est d'abord l'intelligence de la situation. Il y a effectivement l'énergie du désespoir, mais il faut d'abord comprendre le monde. Qu'est-ce qui fait la différence de Gaulle avec les autres? C'est qu'en 40, il comprend. Et il comprend que, oui, il y a une bataille qui a été perdue, mais que la guerre, elle continue. De même, après... Il raconte une histoire aussi aux Français, et après il va le faire. Oui, c'est Malraux qui disait il a porté le cadavre de la France en faisant croire qu'elle était vivante. Alors ensuite, il y a une part, effectivement, de discours politique à construire, mais de discours, c'est l'action dans le réel. Et pour admettre ça, la première condition, c'est qu'il faut casser le déni. Donc, on parlait tout à l'heure d'autres pays. Quand on regarde, la France n'est pas le seul pays à avoir des problèmes. L'Allemagne en a eu, a passé 10 ans à débattre de son déclin. Les États-Unis viennent de sortir d'une crise épouvantable. On a beaucoup de pays qui ont des difficultés. Mais la condition pour en sortir, c'est de casser le mur du déni et d'être capable de regarder les choses comme elles vont. Donc vous êtes un faux pessimiste, en fait, parce que vous demandez qu'à être optimiste demain. Les lettres béninoises montrent effectivement que l'Afrique a aujourd'hui la capacité de se développer. Elle se développe d'ailleurs. Elle se développe, elle a décollé. On parlait tout à l'heure des choses en entrée. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde aujourd'hui où les choses vont bien et où on peut être optimiste. Alors, vous avez l'air accablé, là, Louis Chevrillon. Il faut d'abord... Et ça explique pourquoi, si vous voulez, aujourd'hui, vous avez 88% des Africains qui sont optimistes en pensant que leur avenir sera meilleur. Ils ont raison, 86% des Français qui sont pessimistes. Pourquoi? Parce que la classe politique et la classe médiatique refusent de parler des problèmes de la France tels qu'ils sont. Tant qu'on n'a pas fait le constat, on ne peut pas discuter des solutions et les mettre en œuvre. Et du Chevrillon. Non, là, je prends un air accablé. Je connais bien Nicolas Bavray, on discute souvent ensemble. Dans son livre, il dit que la France est un repoussoir. Certes, on est en 2040. Mais donc, c'est vrai que ce France-bashing, je trouve que de temps en temps, il faut arrêter parce qu'il faut plutôt se retrousser les manches. Là où je rebondirais sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que c'est vrai que quand vous avez 25% des jeunes qui sont au chômage et 50% dans les endroits les plus difficiles, c'est sûr qu'on a un peu de mal à se projeter dans l'avenir. Et je pense que c'est le principal. C'est la source de pessimisme aujourd'hui. Mais il y a quand même des choses qui vont. Il y a des entrepreneurs qui font les tas de choses. Vous allez en parler dans un instant. Il y a quand même un peu d'optimisme, surtout en ce début 2014. Alors peut-être pour rebondir sur ce que disait aussi Jean-Louis Debray, peut-être qu'il faut plus de femmes. C'est les femmes qui ont franchi des choses. Je suis la seule femme avec Géraldine autour de cette table. Donc c'est pour ça que j'en profite. Mais je pense que de dire tout va mal, je ne suis pas sûre que ça soit la solution pour s'en sortir. Voilà, c'est ça. Vous êtes très debréiste en fait. Je le découvre. Je suis d'accord avec vous. Il faut d'abord analyser la réalité. Exactement. D'accord. Et ne pas la Mais nier. face à cette réalité, il y a deux attitudes assez dramatiques. Et à ce moment-là, c'est le pessimiste. Ou face à cette réalité, eh bien, on essaye d'en sortir, et on essaye d'en sortir en se battant. Et ça, c'est l'optimisme. Et ça, c'est l'optimisme. Ce que je constate aujourd'hui, trop souvent, c'est que quand j'ouvre la télévision, vous les voyez tous avec des gueules d'enterrement. Comment est-ce que vous voulez qu'un peuple... Il y en a marre. Mais par définition, si vous niez le réel, vous ne pouvez pas agir. Mais non, mais oui, il y a des difficultés. Il faut partir. Mais pourquoi tout le monde fait la gueule aussi dans ce pays-là? C'est pas vrai que tout le monde fait la gueule, ça a été rappelé. Il y a beaucoup de Français qui réussissent extrêmement bien. On a vu les Daft Punk qui viennent d'avoir on a eu des médailles olympiques. Le problème, c'est qu'on peut avoir du bonheur privé dans ce pays, mais qu'on a un malheur public. Aujourd'hui, il faut traiter le malheur public. Et on crée le malheur public. Oui, que les gagnants soient optimistes, on veut bien le comprendre. C'est facile, c'est assez facile. Que les perdants soient pessimistes, il faudrait aussi le comprendre. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'on parle de quoi? De la business class, voilà. Soyons optimistes, soyons californiens, si je veux, je peux, etc. Mais il y a des gens qui sont cassés, vous dites.
Il faut se réunir et croire à l'avenir. Parlons des ouvriers d'Aulnay PSA. Ils se sont réunis, ils ont fait une grève interminable et ils étaient évidemment optimistes dans leur lutte. Et le fondement de cette réalité-là, c'est un grand pessimisme parce qu'ils sont le jeu de perspectives macroéconomiques, etc. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas l'optimisme des gagnants. Bon, ça, on peut être tous californiens si vous voulez, avoir tous des coachs, avoir tous. Bon. Ce qui est intéressant, c'est l'optimisme des perdants, l'optimisme de ceux qui sont brisés dans la société, l'optimisme des millions de pauvres en France. C'est ça qu'il faut. Alors, on va avoir un optimisme de gagnants. On ne peut pas avoir des gagnants optimistes dans un système, une nation qui est pessimiste et qui va mal. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que à moyen terme, y compris les gagnants sont rattrapés par les problèmes du pays. Vous savez, il y a quelques années, n'entrez pas dans l'Europe. Quand en 59, la ligne de tout le monde, c'était on est perdu avec l'Europe. En 58 En 58. On est perdu avec l'Europe. Tous les bons esprits, tous les politiques disaient arrêtez. Bon, on est rentré dans l'Europe. Oui, dans le marché commun. Dans le marché commun. Avec la phrase de Gaulle, on va y entrer, mais debout. Debout. Bon, et on y est rentré. Mais si on avait entendu les pessimistes, on se serait replié sur soi. La ligne Maginot, on serait... Eh bien, la réalité, à l'époque, était dramatique pour la France. On était endettés, on était dans une situation économique dramatique. Mais le politique et l'optimisme a dit, on va prendre les choses en main et on va y aller. Et on y est allé et on a gagné. Alors, qu'il y ait des difficultés. Mais ça veut dire aussi que les gens qui ont des problèmes, ils doivent comprendre que le monde évolue et qu'il y a besoin de mobilité de la main-d'œuvre, qu'il y a besoin d'un certain nombre de choses. Il ne faut pas rester avec des comportements d'il y a 2 siècles. Alors, Riyad Boulanoir, justement, vous avez une histoire, vous, très particulière. Hein, vous êtes né en banlieue, vous êtes devenu très vite excellent, formidable sur le plan informatique, et puis un jour, vous avez décidé de faire votre banque, et vous avez, à votre jeune âge, déjà la première biographie sur vous qui s'appelle « Nos banques » par Hugues Lebret aux éditions des Arènes. Racontez cette histoire, alors. Ouais, je suis plus si jeune hein, maintenant. J'ai 40 ans hein, quand même. Ça y est, plus ou moins 20 ans d'ailleurs. Il y en a beaucoup sur ce plateau qui aimeraient avoir 40 ans. Ouais, j'ai cru comprendre. En tout cas, je suis bien content de ne pas être venu à votre émission avant, parce que je n'aurais jamais fait cette banque. C'est d'un pessimisme. Quand j'entends monsieur, là, oh là là, mon Dieu, je me dis, mais je sais pas pourquoi j'ai fait des gosses. Je sais pas pourquoi j'ai fait tout ça, puisqu'on va tous mourir. On va tous mourir. Donc, ouais, mais entre votre naissance et votre mort, il y a plusieurs façons de vivre votre vie. Et vous vivez même des fois plusieurs vies dans une vie. Alors, l'histoire, cette banque. Cette banque, bah, l'idée, c'était de faire une banque pour tous, déjà. C'était une banque qui accepte tout le monde. Que vous ayez 1 euro ou 1 million d'euros, on vous accepte. Pour le même service et pour le même prix. Ça, c'était la première chose. Je voulais qu'on aille ouvrir un compte bancaire dans un bar tabac, parce que je trouvais que c'était super plus sympa qu'un sas de sécurité avec quelqu'un qui vous juge sur vos revenus. Voilà. Et je voulais qu'on l'ouvre en 5 minutes et qu'on vous donne l'ensemble des produits électroniques, la carte de paiement qui vous permet de payer sur Internet, à l'étranger, retirer de l'argent dans les distributeurs, en 5 minutes, sans question intrusive. Et puis voilà. Et c'était tout, et je vous donne la possibilité de dépenser votre argent jusqu'au dernier centime. Voilà, c'était ça, il m'a fallu 3 ans pour faire ça. Ça a été un chemin compliqué, on m'a fait pas mal de croche-pattes. Avec la volonté, ça déplace les montagnes. Bon, alors, comment ça se passe après? Bon, vous avez cette idée géniale, visiblement, hein, parce que ça marche bien. Et quels sont les problèmes, les difficultés? Est-ce que vous trouvez facilement les soutiens, les aides financières? J'ai eu de la chance de rencontrer Hugues Lebret, qui justement a changé son regard sur moi. Il m'a connu déjà plus personnellement, et il s'est complètement impliqué, il est tombé amoureux du projet, et du coup il m'a aidé à me lancer, et puis après il y en a eu plein d'autres, on a fédéré plein de gens, et avec de la bonne volonté, et on y arrive quoi. Donc aujourd'hui c'est pas que moi, hein, c'est 70 ou 80 personnes qui m'ont accompagné, et c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui quoi. Donc il y a des raisons d'espérer. Bien sûr qu'il y a des raisons d'espérer. C'est encore un... Mais il a pris son destin en main. Voilà. C'est un entrepreneur. Il s'est dit, on ne peut plus rien faire pour moi, donc c'est moi qui vais faire les choses. Alors Alain Braconnier, on ne vous a pas entendu encore l'optimiste. Alain Braconnier, alors vous êtes le psychiatre, psychologue, etc. Vous connaissez bien ces problèmes. Et il y a quand même un élément fondamental en économie. Tout le monde le sait, c'est la psychologie. Comment faire pour que les gens aillent mieux en leur disant que ça va mieux, ça ira encore mieux après? Que les Français aillent mieux. Il y a un élément fondamental. D'ailleurs, il y a beaucoup de recherches sur l'optimisme dans le domaine économique. Aujourd'hui, beaucoup d'universités, en particulier américaines, c'est vrai, travaillent sur cette question-là. Et qu'en effet,
je crois, la conscience personnelle doit trouver des possibilités de trouver un équilibre entre le pessimisme et l'optimisme. On oppose le pessimisme et l'optimisme, mais tout à chacun, à certains moments on est pessimiste, à d'autres moments on est optimiste. Il y a des personnes, il y a des traits de caractère qui font que certains sont plus optimistes que d'autres, et évidemment inversement. On connaît aujourd'hui beaucoup mieux tout ça. Depuis une trentaine d'années, on a beaucoup travaillé et on a en nous des forces. Vraiment, on a des forces beaucoup plus qu'on l'imagine, d'optimisme, même quand on traverse des moments très difficiles. Au fond, le suprême de l'optimisme, ce serait de savoir faire avec son pessimisme. Et ça, je crois qu'on a ces forces en nous. Françoise Héritier, que tout le monde connaît, disait qu'au fond, il vibre en nous cette petite étincelle qu'on pense qu'il y a toujours quelque chose de possible. Ça ne veut pas dire que le pessimisme n'existe pas. La preuve, Riyad Boulanois. Oui, mais je partage son avis, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à avoir une vision très, très bipolaire, quoi. Est-ce que vous êtes pessimiste ou est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous êtes de gauche ou vous êtes de droite? Est-ce que vous êtes riche ou vous êtes pauvre? Et en fait, finalement, on s'aperçoit que si on met le curseur au milieu, et qu'on a une forme d'optimisme un peu réaliste sur lequel on rajoute un peu de croyance et puis un peu de volonté, et ben on arrive à finalement être un peu plus maître de son destin et avoir le destin qu'on veut, quoi. Alors, ça, c'est un discours très optimiste. Oui, et ce qui est intéressant, d'abord, il faut savoir que la question de l'optimisme se pose d'abord en termes religieux. Le mot même a été forgé dans un contexte de polémique religieuse. Est-ce que Dieu a fait le monde au top ? Ou est-ce qu'au contraire, le monde a des défauts? C'est la polémique entre Leibniz et Voltaire. C'est la polémique qu'on retrouve dans Candide. Donc de là, ça c'est la première notion du monde. L'optimisme, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, etc. C'est cosmologique comme vision. Et peu à peu, ça s'est déplacé. Et là, on est dans le terrain politique, sociétal. Ça n'a plus rien à voir avec le débat d'origine. Mais quand vous revenez toujours à l'individu qui aurait des capacités, qui aurait des vitamines d'optimisme qu'il suffirait d'activer, etc., pour moi, ce n'est pas comme ça que ça se passe, l'optimisme. L'optimisme, c'est un discours politique, pas du tout psychologique, je suis désolé. Politique, c'est un discours de collectivité. Nous sommes en quête d'un récit national où il y aurait de la concorde à nouveau, où il y aurait, je dirais, du nous. Et c'est ce nous qui manque. Alors, si nous sommes tous renvoyés à notre individualisme, l'optimisme ne pourra pas fleurir, si ce n'est sur un plan de développement personnel. Nous ne voulons pas d'un optimisme sur le plan du développement personnel. Il faut un optimisme politique. Alain Braconnier, ensuite Édouard Chevrillon. Vous avez raison si vous avez une position politique et une position collective. Mais la collectivité est faite d'individus. Le problème, c'est que chez les individus, il y a une contagion sociale. Et là, je rejoins tout. Politique, la contagion. Bien sûr, mais je rejoins tout à fait ce que dit M. Debray. C'est-à-dire que si cette contagion sociale l'emporte du côté du pessimisme, eh bien évidemment, le pays va être pessimiste. Pour moi, mais d'un point de vue psychologique, je reste dans mon domaine, on sait aujourd'hui que les pays riches sont plutôt pessimistes par rapport aux pays pauvres. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus difficile de renoncer que de progresser. Et ça, c'est psychologique, individuel et groupal. Mais la contagion peut être du côté de l'optimisme. Donc ça peut être politique. Laissons parler notre femme. Voilà, notre femme d'abord. Et en plus, plutôt économique. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul entrepreneur, France. Je pense que vous invitez pas souvent des entrepreneurs, des gens qui font des choses. Et je pense que c'est là où on est dans un débat assez français, avec, vous parlez tous extrêmement bien. J'aimerais bien parler aussi bien. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a envie de gens qui prennent des décisions. On sait tous ce qui se passe en France. Il y a les rapports remplissent tous les placards des ministères, l'éducation, toutes les études. On connaît tout. La seule chose, c'est qu'à un moment, il faut quelqu'un, peut-être alors Général de Gaulle, on ne va pas tomber là-dedans, mais il faut quand même quelqu'un qui un jour prenne des décisions. Et que c'est ce qui manque en France. Les décisions, c'est souvent les entrepreneurs parce qu'eux, ils sont sur le terrain et c'est eux qui font avancer la France. Et c'est ça, sans doute, qui nous manque, je trouve, en France. Parce que d'abord, ça n'a pas une très bonne image, un entrepreneur en France, parce que ça parle en général moins bien, ça n'a pas fait des lettres, c'est moins philosophe. Si, c'est quand même ça. C'est quand même ça. Qui a été déployé pendant 20 ans. Non, parce qu'il n'y a pas forcément de cynisme. Il n'y a pas forcément de cynisme. Il faut éviter le manichéisme. Et c'était l'opposition de l'individu et du collectif que vous avez faite. Elle est manichéenne. Et évidemment qu'il faut un projet politique. Quand on regarde les autres pays, quand on regarde dans la mondialisation, dans l'Europe réunifiée, quand on regarde l'Allemagne, quand on regarde aussi des pays émergents qui aujourd'hui vont bien, tous ces pays ont des projets, ont des ambitions, et donc
évidemment, il faut un projet politique pour arriver à moderniser un pays. Et des ambitions pour les jeunes. Maintenant, c'est le moment du grain de sel de Géraldine Mühlmann. Parce que là, on parlait un peu de philo. Ça va continuer parce qu'il y a un rapport particulier entre la philosophie et l'optimisme. Il y a des philosophes plus particulièrement optimistes, Nietzsche, Épicure, etc. Racontez-nous ça. Alors en même temps, je vais commencer tout de même mon propos en disant que la catégorie de l'optimisme n'est pas en soi comme ça une catégorie philosophique. On peut dire, tiens, voilà, il y a un concept d'optimisme. Il y a des caricatures du philosophe optimiste. Par exemple, le philosophe Pangloss chez Voltaire, qui caricature Leibniz, et je dis bien qu'il caricature, parce que Leibniz n'est pas réductible à ce que Voltaire en fera au siècle suivant. Ouais, pas si bête. Ouais. Et puis, de même, on ne peut pas dire que ce soit la question de l'optimisme chez Leibniz. C'est un peu plus compliqué. Mais ce que je crois, ce à quoi vous faites surtout référence, parce que c'est ce qui est encore le plus prégnant pour nous, ce sont les grandes philosophies de l'histoire qui sont nées au XIXe et qui étaient dans l'idée d'un progrès de la raison, de ce que Hegel appelait l'esprit, das Geist, qui s'incarne dans le monde progressivement de contradiction en contradiction. L'histoire avancerait vers un mieux qui n'est pas sans souffrance. Là aussi, il ne faut pas caricaturer. Et surtout qui est fait par les hommes, contrairement aux anciennes théodicées où c'est Dieu qui fait avancer l'histoire. C'est vraiment les hommes et leurs représentations qui font avancer, qui mondanisent l'esprit, pour parler comme Hegel, qui le font arriver dans le monde. Alors, moi, ce que je trouve très intéressant, peut-être pour votre discussion, c'est qu'en réalité, ce sont sur les décombres des philosophies de l'histoire, parce que décombres il y a, écoutez, depuis le 19e, beaucoup de gens ont vu la misère, le socialisme naissant s'est beaucoup révolté contre ça. Le XXe siècle, c'est quand même du génocide armélien au génocide des Tutsis du Rwanda, en passant par le génocide des Juifs, en passant par le goulag, etc. Toute une philosophie des décombres de la philosophie. C'est terminé, la philosophie de l'histoire, donc que vous diriez pessimiste. C'est là qu'en réalité, on a les philosophes les plus messianiques. Dans le désespoir, dans les philosophies du désespoir, on a eu les philosophies les plus messianiques, celles qui disent que dans l'effroi, dans l'horreur, il reste peut-être quelque chose. Je pense évidemment à Walter Benjamin, qui s'est suicidé en 1940, voyant ce qui se passait en Allemagne, et qui, juste avant, dans les semaines qui précèdent, écrit ses dernières thèses sur l'histoire. Et il y a notamment cette idée d'un ange de l'histoire qui contemple avec effroi, il faut voir ce que c'est, 40, il contemple avec effroi, et on a beaucoup dit que l'ange de Benjamin était le dernier ferment de l'utopie. Et les pensées de l'utopie sont très mariées à celles de l'effroi. En fait, merci Géraldine pour cet éclairage éclairé. On se sent beaucoup plus intelligent maintenant. Bon, on l'a vu tout à l'heure, l'optimisme donc joue un rôle en économie. Il joue aussi un rôle sur la santé psychique et mentale. C'est Jérémy Collado qui va ouvrir avec un sujet en images et on discutera après. On regarde. Pilule, cachet, gélule, les remèdes j'accumule. Voilà une nouvelle qui va rassurer les hypocondriaques. Guérir, c'est tout simple, il suffit d'y croire. On sait aujourd'hui que l'optimisme, la volonté, bref les pensées positives, facilitent la guérison. On peut, par la force de notre esprit, améliorer nos défenses immunitaires. Et c'est pareil pour le bonheur. Les unes des magazines n'arrêtent pas de nous le répéter. Pour être heureux, il suffit de le vouloir. Mais oui, bien sûr, c'est tellement simple. Oh, il y a bien ce divorce qui vous a coûté un peu cher, le décès de votre ami avec qui vous buviez des coups au lycée, puis ce petit cancer qui picote et la mort qui approche. On le voit bien, l'optimisme peut ressembler à une vaste entreprise d'enfumage du réel. L'optimisme nous voile la face, il nous donne une vision déformée de la réalité. Dans un monde absurde qui file la nausée et où Dieu est mort, comme disait Nietzsche, l'homme est condamné à vivre sans comprendre le sens de son existence. Vivre, c'est déjà héroïque, et il faudrait en plus s'en réjouir. Quelle déprime! Alain Braconnier, donc, optimiste. L'optimisme est-il la condition de la guérison ? Ce n'est pas la condition de la guérison, mais c'est un facteur qui fait que, en effet, là aussi les études le montraient, les optimistes, il y a une étude qui remonte à 30 ans, qui a essayé d'évaluer si les optimistes par rapport aux pessimistes, avec des tendances évidemment un peu majeures, vivaient mieux et surtout vivaient plus longtemps.
eh bien, cette étude a montré quand même que ceux qui sont plutôt optimistes, ils vivent 20% de plus que les pessimistes. Attendez, il y a un contre-exemple ici. Frédéric Schifter, là. Vous êtes souvent malade, vous guérissez vite? Non, je suis un pessimiste convaincu et je me porte comme un charme. Donc ça peut aider aussi le pessimisme. J'ai l'impression que oui. Jusqu'à preuve du contraire, le pessimisme m'a réussi. Pas de grande maladie? Non, je ne crois pas. Non, regardez, je fais du surf. Oui, non. Très bon surfeur. Non, ça va très bien, je vous remercie. Mais ce que je voulais dire... À quoi ça sert de faire du surf? Pardon? À quoi ça sert de faire du surf? surf? Non, mais arrêtez de considérer que le pessimiste oppose à la vie une fin de non-recevoir ou de non-jouir, d'accord? Le pessimiste est peut-être le mieux placé pour justement jouir de chaque instant qui passe, sachant que chaque instant est en train de mourir, d'accord? Bon, par conséquent, il cueille tous les instants qui passent comme si c'était les derniers. Moi, je vis chaque journée comme si c'était la dernière. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est une belle phrase de Marc Aurèle, d'ailleurs. Oui, c'est une belle philosophie de la vie. Donc, mais on peut la vivre en étant très optimiste. Parce que j'imagine toujours le pire. J'imagine toujours le pire. Moi, je sais que les êtres sont fragiles. Très tôt, j'ai fait l'expérience, effectivement, de cette... Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle en philosophie un hapax, c'est-à-dire un événement fondamental qui fait que ça vous oblige à réfléchir un peu sur l'existence. Moi, jeune, j'ai fait l'expérience d'une mort, de celle de mon père. Bon, et tout d'un coup, Freud dit que le père, c'est le rempart contre la mort. Et quand votre père meurt, quand vous avez 8 ans, tout d'un coup, le monde, c'est un pilier du monde, le monde s'effondre. Et je me suis rendu compte que toute vie que je croyais absolument, disons, solide et éternelle, en fait, et puis n'importe quel gosse peut faire cette expérience-là. Et attendez, je termine quand même. Si vous voulez, c'est l'idée, le pessimisme, c'est l'idée que tout est éphémère, tout est fragile, tout peut s'effondrer à chaque instant. Je voudrais dire aussi autre chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, je me suis tu, mais il me semble que l'optimisme, etc., la volonté individuelle de s'en sortir, bon... Enfin, soyons un peu quand même, vous parliez de déni, soyons un peu effectivement réalistes. Nous vivons dans une société ultra-violente. Jamais la guerre des classes n'a jamais été aussi violente. Quand vous parlez vous parliez à l'instant tout à l'heure du chômage, etc., de ces ouvriers en lutte. Partout, dès qu'on allume le poste de télévision, on s'aperçoit, il y a que l'Ukraine, ici ou là, on voit bien que l'histoire... L'Ukraine, c'est pas un non, enfin, mais classe. qu'importe. Je parle des conflits humains en général. Qu'est-ce que c'est que la vie des hommes? C'est un conflit de tous contre tous. C'est une guerre impitoyable. Or, aujourd'hui, quand on voit ce petit document qui vient de passer, on voit que l'optimisme ceci, l'optimisme cela. Et je pense que, et M. Debré disait tout à l'heure, mais enfin, à la télévision, ils tirent tous des gueules, pas possible. C'est pas vrai, on n'a jamais vu autant de comiques à la télévision. Vous ouvrez un poste de télévision, vous avez toujours un mec qui raconte des blagues, vous avez toujours un mec qui veut vous faire marrer, un type qui veut vous faire... Il y a toujours un rigolo de service à la télévision, c'est pas vrai. Et l'optimisme, je m'excuse, mais attendez, l'optimisme, c'est effectivement une espèce de nouvelle idéologie à l'usage des gens que le système, enfin que la société, que l'économie laisse sur le carreau. Et plus les gens sont sur le carreau, plus... Mais ce n'est pas... ça ne sert à rien, madame. Ça ne sert à rien, comme il ne sert de rien d'être écrivain, il ne sert de rien d'être philosophe. Je ne sers à rien, si vous voulez. Bon, voilà. Comme ça vous rassure. On était sur la santé et je pense qu'ici, plusieurs personnes ont accompagné des gens qui étaient dans des situations de cancer et dramatiques. Il y a 2 attitudes, j'ai vu ça. Si vous êtes pessimiste, eh bien, vous ressassez toute la journée votre maladie et vous n'attendez que la mort. Vous l'accélérez peut-être aussi, d'ailleurs, non? Peut-être, et vous enfermez, vous enfermez dans un isolement, dans un drame permanent, en plus du drame de la maladie. Et si vous êtes optimiste, alors l'optimiste, même très malade, et l'entourage doit essayer de faire qu'il soit optimiste, s'intéresse à autre chose et trouve une raison, non pas de guérir, puisque ce n'est pas l'optimisme qui va faire guérir, mais une raison d'accompagner heureusement sa fin de vie.
Nicolas Bavray. Non, mais je voudrais répondre, et d'ailleurs en revenant à ce qui a été dit sur les philosophies de l'histoire. Donc on est dans un moment où, de fait, on a cru au sens de l'histoire, au progrès. Tout ça, ça a été ruiné par les guerres, les crises et les révolutions du XXe siècle. Donc on a eu ensuite, à la fin, au moment où l'histoire a basculé à la fin du XXe siècle, deux schémas d'explication. Le premier, c'était le schéma irénique, optimiste pour le coup. C'était Fukuyama qui disait « c'est le triomphe de la démocratie de marché ». Et on a vu que, effectivement, les guerres, les crises et les révolutions n'ont pas disparu au XXIe siècle, mais c'est différent. Et de l'autre côté, on a ce schéma diabolique ou satanique qui est, de toute manière, l'histoire sera toujours la guerre de tous contre tous, la guerre des individus, la guerre des nations. Et celui-là, il est tout aussi faux que le schéma de l'optimisme. Pourquoi dites-vous satanique? Parce que c'est ce que vous avez dit, ça veut dire que c'est la violence. Je n'ai jamais invoqué Satan. C'est la violence. Oui. C'est la violence qui régit toute l'activité des hommes. Et ça, c'est faux aussi, fort heureusement. Alors pourquoi il y a le droit? Pourquoi le droit existe-t-il? Parce que précisément, le droit est un des moyens qui permet de faire en sorte que les hommes puissent... Et on a un juge suprême. Pour équilibrer les violences. Ça fait partie. La démocratie, l'état de droit, c'est tout ce qu'on a conçu justement pour permettre à des hommes de vivre ensemble sans s'exterminer. Allez, Riyad Boulanoir, essayez de les réconcilier. Essayez de les réconcilier. Riyad Boulanoir. C'est au bout du compte l'engagement des hommes dans leur histoire pour essayer de la construire. Riyad Boulanoir, s'il vous plaît, chacun son tour. Riyad Boulanoir. Bon, voilà, c'est bon, c'est dit. Non, moi il m'a touché en fait votre témoignage là, parce qu'en fait il m'a donné de l'espoir en fait. Parce que je me dis, on peut pas être pessimiste gratuitement, et en fait je m'aperçois qu'il y a une douleur qui est derrière. Et c'est celle-là qui vous a rendu pessimiste. Mais parce que je vais juste vous dire un truc, parce que j'ai vécu exactement la même expérience que vous. Moi aussi, j'ai perdu mon père quand j'étais jeune. Moi aussi, j'ai vécu de façon... Et je ne suis pas le seul. Et évidemment que je suis passé par plusieurs phases. Des phases où vous détestez tout le monde, des phases où vous voulez faire du mal à tout le monde parce que vous avez l'impression de subir une injustice. Et la première chose que vous faites, c'est vous essayez de vivre contre. C'est juste insupportable. Après, vous essayez de vivre sans. C'est-à-dire que vous fermez vos yeux et vous faites comme si ça n'était pas existé, que ça n'avait jamais existé. Et là, ça ne vit pas bien non plus. Et puis ensuite, vous vivez avec. Et ça vous rend vachement plus fort. Et ça vous rend vachement plus fort. Et il n'y a pas de fatalité. C'est pas du désespoir. C'est pas du tout du désespoir. On est vachement mieux quand on est heureux, quand on fait du surf, quand on est amoureux, que quand on est malheureux. Je suis un pessimiste. Et le droit, ce n'est pas compatible. Puisque vous niez le droit. Le droit est justement une manifestation de l'optimisme, à savoir qu'on peut essayer, pas forcément y arriver, mais progressivement de régler les conflits dans des conditions qui feront que la vie en société sera plus facile. Alors, et le droit est fait pour... Oui, vous allez me répondre en 30 secondes. Et le droit est fait pour justement retrouver une égalité entre le fort et le faible, et essayer, alors imparfaitement, mais s'il n'y avait pas de droit, alors on pourrait être pessimiste. Ah non, attendez, alors justement, je veux simplement répondre en 2 secondes. Si les hommes étaient spontanément moraux, s'ils avaient effectivement le sens... Mais... Attendez, s'ils avaient le sens de l'altruisme, si quelque chose comme pensait Rousseau, il y avait une voix de la conscience qui les poussait vers une entente spontanée. Comme ça. Oui, c'est ce qu'on essaie de faire dans cette émission. Mais précisément, on ne peut être que pessimiste sur ce sens moral de l'humanité. C'est pourquoi le droit... Effectivement, c'est la solution pessimiste à ce manque de moralité. Non, parce que le droit, il ne régit pas tout, fort heureusement. Et le droit ne régit pas tout parce que le conflit, parce que toutes nos vies ne sont pas placées sous le signe de la violence. Heureusement qu'il y a des policiers, quand même. Ce que je voulais dire, c'est par exemple les anticipations de l'optimisme sont quelque chose de fondamental. C'est peut-être pour ça que notre président a voulu dire l'inversion de la courbe du chômage, c'est qu'on ait une perspective positive. Parce que les anticipations, on voit, c'est ce qui domine les marchés. Tout d'un coup, il y a un clignement d'œil du président de la Banque centrale européenne. Tout d'un coup, ils disent « Oh là, ça va être la catastrophe ». Et hop, les marchés s'effondrent et tout s'effondre. Et puis en revanche, il a un sourire parce qu'il, il prend son verre d'eau. Et à ce moment-là, on a le sentiment que tout va aller mieux. Les anticipations optimistes, c'est vraiment quelque chose de fondamental en économie, notamment. Alors, Alain Braconnier, pour reprendre la célèbre formule de Georges Bernanos, est-ce que l'optimiste est un imbécile heureux? Non, moi je ne crois pas. Je crois qu'il y a un optimisme bête. Ah, d'accord. Il y a un optimisme un peu niais. Parce qu'on était un peu inquiets là. Oui, il y a un optimisme béat qui en effet le déni de la réalité, ou la méthode Coué, pas au sens de la suggestion, mais au sens de se laisser aller. Et puis il y a un optimisme qui est un optimisme qui anticipe. L'optimisme, c'est une projection sur l'avenir. Aujourd'hui, on sait quand même en psychologie qu'il y a vraiment une pensée particulière chez les optimistes.
La première, c'est d'avoir une capacité justement d'être dans l'action qui permet d'avoir des résultats meilleurs que de laisser faire. Et la deuxième, c'est d'avoir des modes d'explication particuliers. Quand on a un gros problème, eh bien, soit on généralise tout, et à ce moment-là, on ne pense plus qu'à la mort, on ne pense plus que rien ne vaut la peine d'être vécu, on pense plus que... Je crois que mon voisin, n'importe comment, c'est un optimiste. Je suis sûr que c'est un optimiste. Oui. Ah oui. Il a dit ça pour vendre son bouquin, vous voulez dire. Oui. Il avance masqué. Il a envie de rire, mais on n'a pas réussi à le faire rire, hein, quand même. Il n'a pas le droit de rire en pessimiste. Il n'a pas le droit. C'est interdit par son éditeur. Oui. Je vais vous dire pourquoi je dis ça, parce que le sport, c'est une formidable école de la vie de l'optimisme. Mais il a comprendre quelque chose sur les... Je termine 30 secondes. Ce mode de pensée, c'est de ne pas généraliser. C'est-à-dire, quand il y a un gros problème, c'est de le centraliser sur la question en cause, en sachant qu'elle est dans un moment donné, qu'elle n'est pas définitive, et en sachant que ce n'est pas toujours de sa faute. Et c'est ça la pensée des optimistes. On a étudié la pensée des optimistes. Le pessimiste, lui, pour reprendre toujours la formule de Bernanos, vous pensez que c'est un imbécile malheureux, lui ? Ah non, je pense qu'il y a un pessimiste, ce qu'on appelle nous dans notre domaine un pessimisme défensif. C'est-à-dire anticiper aussi ce qui peut aller mal. Il y a une étude qui m'a énormément amusé parce que j'aurais dit le contraire. On a étudié deux groupes d'étudiants, les optimistes et les pessimistes. On leur a donné un problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Quels sont ceux qui ont arrêté le premier ? En se disant, on ne peut pas le résoudre. Moi, j'aurais eu tendance à dire, c'est les pessimistes. Eh bien non, c'est les optimistes. Parce que les optimistes se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se faire. L'optimisme intelligent, c'est l'optimisme réaliste. C'est prendre en compte les réalités, prendre en compte une lucidité. Ça ne veut pas dire qu'une fois de plus, on n'est que optimiste ou que pessimiste. Mais ça se mesure en plus. Alors, professeur, docteur, je ne sais pas comment vous appelez, comment on fait pour changer un optimiste en pessimiste, ou plutôt d'ailleurs un pessimiste en optimiste, c'est ce qu'on préfère quand même. Alors comment on change de nature comme ça, moi je ne crois pas qu'on change totalement dans la vie. Ma vie professionnelle m'a même rencontré beaucoup de personnes qui souhaiteraient vraiment changer. J'essaie de les aider un petit peu. On ne change pas, on aggrave son cas. On ne change pas totalement. On est d'abord... On change en pire. On empire. Surtout sur la mort. On a un petit côté... C'est pas brillant quand même, non ? On a un petit côté génétique, faut le dire ce qui est, mais qui n'est pas très important, qui est à hauteur de 25%. Il y a 25% un petit peu de génétique, mais il y a 75% qui sont liés à notre éducation, et ça a été là aussi vraiment étudié. Il y a des programmes d'éducation maintenant, malheureusement pas encore dans notre pays, qui permettent de donner aux enfants confiance, de l'optimisme et qui permettent d'avoir de meilleurs résultats. Ça ne veut pas dire que, quand vous dites les jeunes sont très malheureux, moi je vois des jeunes tous les jours. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Oui, non, c'est un sondage. Un sondage sur des milliers et des milliers de jeunes. En fait. Il y en a 25 à 30%. Et puis vos 25% de biologique, vous sortez ça de quelle étude ? Il y a 70% de jeunes qui passent par des phases tout à fait opposées. 25% de l'optimisme est biologique, vous sortez ça de quelle étude ? À part la Californie ou des fous furieux ? Non. Le génétique optimiste ? Oui. J'attends de voir. Regardez je pense qu'il y a des psychiatres qui ne seraient pas d'accord du tout avec vous. Je suis désolé. Il faut lire les études. Pas tous en même temps, s'il vous plaît, chacun son tour. Je lis même vos livres. Dites-moi juste une chose. Les écrivains pessimistes sont des écrivains qui nous donnent la pêche, qui nous passionnent pour la vie. Sioran, vous lisez Sioran, de l'inconvénient d'être né, alors vraiment, vous êtes dans la même veine. De l'inconvénient d'être... Et il nous donne la pêche. Vous avez lu mon livre, c'est pas possible. Frédéric Schifter donne la Attendez pêche. juste une seconde, j'ai pas fini ce que je voulais dire, juste une chose. Pessoa, Sioran, ça nous donne la pêche. Pourquoi ? Parce que le but du jeu, c'est quand même d'être optimiste, mais lucide sur les réalités. Et c'est ça la conciliation nécessaire. Je ne pense pas que l'optimisme soit de l'ordre de la volonté. Je pense que l'optimisme est une conséquence de la passion de vivre. Et il y a des individus qui sont passionnés dans la vie, ils sont naturellement optimistes, et des individus pour qui la vie, qui sont cabossés par la vie, qui ont vécu des écueils, et vous avez beaucoup de mal, mais merci de le reconnaître, de les rendre optimistes. L'optimisme n'est pas une question de volonté, de décision et de jus d'orange californien. L'optimisme, c'est un parcours de vie qui vous mène à être optimiste. Par contre, la passion de vie, Dans chacun d'entre nous, il y a l'inné et l'acquis. Et donc, on reçoit... 10% d'inné. Non, mais je ne sais pas le pourcentage, je ne suis pas un scientifique. Il y a l'inné et l'acquis, donc il y a des gens qui sont, par des traditions, par des gènes, plus optimistes que d'autres. Simplement, l'optimisme ne se décrète pas. Il faut être réaliste, voir les choses, car je ne crois pas à l'optimisme béat, mais je pense que face à une réalité, il y a deux attitudes.
première attitude, réalité difficile, c'est vrai que la situation économique, bon, on s'en sort plus, on met la clé sur la porte et on s'en va. Ça, c'est une attitude face à la réalité. Et il y a une autre attitude, qui est de dire, cette réalité, on peut la changer, cette réalité, on va la changer, et cette réalité, on la change. Et puis dans l'optimisme, il y a deux parties. Il y a l'optimisme collectif et l'optimisme individuel. Et toute collectivité, c'est la somme des individus qui créent une société et une nation. Qu'est-ce que c'est qu'une nation ? C'est un rêve d'avenir partagé. Alors le jour où vous n'avez plus de rêve, le jour où vous ne pensez plus à rien, le jour où vous ne préoccupez que de l'immédiat, où vous ne rêvez plus, eh bien vous n'êtes plus. Voilà. Et maintenant, comme disait le général de Gaulle, que vous avez bien connu, Jean-Louis Debré, non, ça c'est l'autre. Oui, et maintenant, nous allons faire un petit tour de table. Hein, c'est comme ça qu'il vous disait. Oui, ça c'est l'autre. Arrêtez de dire des bêtises. Bon, alors. Parce que je peux aussi vous dire que tout ça n'est pas très sérieux. Ah oui, ça c'est sur le terrain, au Conseil constitutionnel, où vous je sais viennent pas de où, temps en comme temps. ça, en regardant la télévision. Alors, on va faire un petit tour de table. Un petit tour de table très concret. Qu'est-ce qui vous donne la pêche? Qu'est-ce qui vous rend optimiste? Peut-être une image, une chanson, un chant d'oiseau, ce que vous voulez. Et donc c'est très court et très concret. On commence par vous, Vincent Cespedes. C'est contempler et m'émerveiller de la jeunesse dans ses difficultés, dans ses tares, dans ses tout, mais la jeunesse et l'ambition de la jeunesse. Pour moi, c'est connecté à l'ambition. Frédéric Schifter, très court. Oui, un vent d'est, un vent de terre et des petites vagues d'1 mètre, 1,50 m. Voilà. Ah oui, comment vous surfez là-dessus? Un très beau soleil. Vous arrivez à surfer sur 1 mètre? Oui. 1 mètre, 1,20 m, pas plus. Ouais, pas Après, plus. j'ai peur. Oui. Alain Braconnier. La beauté du monde. Vraiment, le monde est beau. Riyad Boulanoir. La solidarité. Edoui Chevrillon. Quelqu'un, une rencontre qui jette un caillou un peu plus loin. Nicolas Bavray. Tout ce qui va bien dans le monde d'aujourd'hui, notamment le fait qu'on a réussi à faire sortir 1 milliard d'hommes de la pauvreté en 25 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Jean-Louis Debré. L'honneur de vivre. Bon, bah maintenant c'est le moment du jugement dernier. Oui, vous pensez. Avec Géraldine Mühlmann, qui va nous faire son petit débriefing philosophique. Bon, à contre-courant cette fois-ci. Hein. Oui. Vous allez... Et si je suis désespérée, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Est-ce que vous savez de qui est cette phrase? Elle est de Günther Anders, un philosophe allemand du XXe siècle. Et franchement, il faudrait lui répondre à l'ami Günther Anders. Parce que là, moi j'entends l'optimisme. Alors on a eu l'optimisme de l'instant. Même le pessimiste du plateau a fini par parler de son vent d'est, vent d'ouest et de sa vague de surf. Pardon. J'entends qu'il y a une beauté des sagesses anciennes et du sens de l'instant. C'est compliqué d'être rivé à l'instant, de ne pas penser au futur. C'est très compliqué. C'est pourquoi il y a une beauté des sagesses, notamment épicuriennes. Mais enfin, je voudrais faire droit sur ce plateau à la vraie noirceur. Excusez-moi, mais ça suffit là. Un peu de tragique quand même. Écoutez, vous avez vu dans quel monde on vit? Bon, je dis ça sur le mode de la boutade, mais là, il me semble qu'il n'y a pas de grandeur de l'espoir, il n'y a pas de pensée profonde, philosophique de l'avenir sans une conscience tragique aiguë. Et c'est bien ce que nous disent ces philosophes de l'utopie que j'ai essayé d'évoquer sur les décombres de la philosophie de l'histoire. Il n'y a pas, ceux qui ont été confrontés aux heures les plus tragiques ont toujours dû chercher au fond de leurs entrailles une forme d'espoir dans un désespoir épouvantable et sans quoi on est dans un optimisme mièvre et les pensées de l'optimisme sont adossées, les vraies, les grandes, à des vraies pensées du tragique. Et donc, pour votre peine, je vais vous prescrire une petite phrase d'Ernst Bloch, qui est en 1923 l'auteur de L'Esprit de l'Utopie, qui a écrit plus tard Le Principe Espérance. Et quel grand désespéré il était pour pouvoir écrire Le Principe Espérance. Il écrit ceci: « La vie est à bout de souffle, et même ce qui lui restait de sève est à peu près moisi. Cependant, au plus profond de nous, quelque chose fermente différemment, et nous nous mettons à chercher ce grain qui n'a pas levé ici. » Ici, je trouve qu'il a manqué un peu d'effroi, un peu de terreur et un peu de sens de la révolte. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci Géraldine. Alors je rappelle les titres de vos livres. D'abord Vincent Cespedes, L'ambition ou l'épopée de soi, c'est chez Flammarion. Et puis il y a aussi un tarot philosophique, parce que monsieur aime jouer. Oui, c'est être optimiste que de jouer aussi. Frédéric Schifter, Le charme des penseurs tristes. Alors là,
C'est un livre absolument charmant. Hein. Je crois que c'est comme ça qu'on peut le définir. Je vous remercie. C'est un très beau livre. Le charme des penseurs tristes, un essai donc aussi aux éditions Flammarion. Alain Braconnier, alors lui, c'est pas la peine de le présenter parce que vraiment, il casse la baraque dans les librairies. L'Optimiste, c'est aux éditions Odile Jacob. La belle histoire de Riyad Boulanoir qui est racontée très très bien par un as de la banque, qui travaillait d'ailleurs jadis à la Société Générale, Hugues Lebret. C'est un livre aux éditions des Arènes. Et Edwige Chevrillon, il n'y a pas de livre, comment ça se fait depuis tellement longtemps là. Bon, bah, c'est la grande prêtresse de BFM Business, où on peut la voir, je dirais pas régulièrement, parce que c'est tout le temps, hein, 24 heures sur 24 pratiquement. Nicolas Bavray, lui, il écrit des lettres béninoises, et puis enfin... On voit bien que c'est quelqu'un qui a la pêche et qui donne la pêche. Tous ces livres de Jean-Louis Debré, d'abord des recueils de discours françaises, français. Ça, c'est le général de Gaulle. Il n'y a pas que ça. Il y a quoi d'autre? Il y a pas... Il y a D'accord. Et puis il y a... Et puis il y a... Pardon? C'est pas les mémoires des noms. D'accord. Ça, c'est aux éditions de l'Archipel. Il y a également en tête-à-tête les présidents de la République avec des très beaux dessins. C'est aux éditions Grund. Et puis, il y a aussi, évidemment, en collaboration avec Valérie, ces femmes qui ont réveillé la France. Merci. Merci à vous tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour une nouvelle édition des grandes questions autour de la femme. La femme est-elle en train de devenir le sexe fort? Eh ben, on verra si c'est vrai la semaine prochaine. À la semaine prochaine.